Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Aïssatou, comment ça va? Salut Marielle, ça va très bien, merci. Ben oui, contente de te recevoir au podcast. Oui. Est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, de quel organisme tu représentes aujourd'hui? Alors, je suis Aïssatou Sidibé, j'ai 41 ans, bientôt 42 ans. Je suis infirmière de profession, autrice d'un fabuleux livre sur le fibrome utérin et l'endométriose. Et je suis présidente, fondatrice, directrice de Vivre sans fibrome depuis 2016. Oui, et puis c'est à travers l'organisme que je t'ai rencontré. Et est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que l'organisme fait pour aider les personnes avec des fibromes et aussi l'entourage aussi de ces personnes-là? Alors, c'est très important parce que beaucoup de personnes, même des femmes, ne savent pas c'est quoi un fibrome utérin. Vraiment, là. Et tout comme l'endométriose, tout comme le syndrome ovarien polykystique. Et pour comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre déjà la maladie. Ouais. Tu vois, parce que sinon, on ne comprendra pas les enjeux et on va se dire, mais qu'est-ce que ces femmes font tous les mois à vouloir sensibiliser sur quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Aussi bien les hommes que les femmes, que les adolescentes. Et moi, j'aime prendre le temps d'expliquer justement ce que c'est qu'un fibrome utérin. Et en fait, c'est comme si vous aviez des boules, des masses, des tumeurs qui ne sont pas cancéreuses, mais qui peuvent être très handicapantes pour une femme parce que ces boules, ces masses vont agir comme justement des poids au niveau de l'utérus. Il peut y en avoir aussi au niveau des seins. Mais ça ne sera pas la même appellation. Mais au niveau de l'utérus, et ça peut être très handicapant parce que il va y avoir des symptômes avec des menstruations très abondantes, une allure d'une femme enceinte, puisque au niveau de l'utérus, généralement, c'est un bébé qui vient à l'intérieur et non pas des fibromes. Donc la femme va avoir vraiment un manque au niveau de son estime de soi, elle ne va pas comprendre son corps et ça peut aller même jusqu'à des problèmes d'infertilité, de fausses couches et aussi un impact social énorme parce que même au niveau de la précarité menstruelle, une femme qui saigne abondamment pendant et en dehors de ses règles, c'est une grande consommatrice aussi de produits menstruels. Ouais, surtout s'ils sont jetables là, et on entend devait changer 3 fois à l'heure la serviette. Ouais, ça peut aller vraiment à des cas d'hémorragie où la personne va se rendre aux urgences. Et d'ailleurs, c'est dans des situations extrêmes ou dans un parcours de fertilité qu'on peut découvrir qu'on a un fibrome utérin. Ah, mais c'est ça. Comment qu'on fait pour savoir si on a un fibrome utérin? Moi, je le dis souvent, ça passe par l'éducation. Okay. Si vous savez que dans votre famille, vous avez justement votre mère ou des tantes ou des sœurs qui ont eu des fibromes, tu sais, on parle pas beaucoup de ça. Hein. Moi, c'est que maintenant que je parle de prolapsus à ma mère ou je parle justement d'accouchement avec mes sœurs, mais c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup dans la sphère familiale. Justement, est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est par manque de temps? Est-ce que c'est par manque de connaissances? Mais prendre le temps de connaître un peu son historique familial par rapport à ces maladies, c'est toujours intéressant. Parce que c'est génétique souvent, là. C'est ça. C'est héréditaire. Donc, savoir justement le bagage au niveau génétique et héréditaire, si dans notre famille, on n'est pas à risque de faire de l'endométriose ou des fibromes utérins, si vous saignez abondamment. Mais ça, c'est tellement difficile à évaluer et quantifier. Et on dit merci justement à ces nouveaux produits menstruels qui nous permettent d'évaluer et d'avoir une estimation sur la quantité de sang qu'on perd pendant les menstruations. Là, tu parles des coupes menstruelles, en fait, qui recueillent au lieu d'absorber. Là. C'est ça, et qu'on peut voir justement en termes de quantité. Donc, si une femme saigne abondamment, on parle d'une serviette à l'heure pendant 2 heures consécutives, ça, c'est pas normal. OK. Il y a un déclic qui doit se faire à un moment donné. Si une femme, justement... Et même si c'est quelque chose qui nous arrive à tous les mois? Oui. OK. Et c'est encore pire parce que si vous saignez tous les mois avec une quantité importante, voire très peu, mais avec un cycle court, un cycle inférieur à 21 jours, à un moment donné, vous allez être anémique. D'accord? Et donc, parfois, les femmes vont dire « mais je saigne pas autant ». Oui, mais ton cycle est quand même assez court et il arrive très souvent dans le mois.
Donc, il y a un lien entre les cycles courts et les fibromes utérins ou non, c'est juste un exemple là, si on a ce... C'est juste un exemple, OK. Mais c'est sûr que quand on a des fibromes utérins, ça peut jouer aussi sur le cycle menstruel, OK. Parce que le fibrome utérin est hormonodépendant aussi. OK. Donc, c'est vraiment le déséquilibre entre, et là je rentre dans cette partie scientifique, entre le surplus d'oestrogène, justement, qui va faire en sorte qu'on va avoir des fibromes utérins. Donc, tous les perturbateurs endocriniens aussi, qui sont riches en oestrogène, on n'aime pas ça. Et on va faire aussi de la sensibilisation par rapport à ça. Donc, à partir de la connaissance, on peut se dire, OK, j'ai tous ces symptômes. Maintenant, il serait bon d'aller consulter parce qu'il y a quelque chose de pas normal. Peut-être que c'est un fibrome, peut-être que c'est de l'endométriose parce que j'ai de la douleur aussi pendant mes menstruations. Peut-être que ça peut être un syndrome ovarien polycystique parce que mon cycle est irrégulier ou que j'ai pas eu mes règles. Mais c'est toujours bon, justement, de comprendre son corps avec les symptômes et d'aller consulter auprès du bon spécialiste, le médecin de famille et ensuite le gynécologue ou directement le gynécologue. Et as-tu des choses à nous conseiller pour bien se préparer à ces rendez-vous médicaux-là? Venez au sein de Vivre sans fibrome! Et qu'est-ce que vous nous diriez là, pour bien se préparer? Se préparer, justement, c'est important. Parce qu'on sait tous que l'un des enjeux et des défis, justement, avec l'accessibilité à un médecin ou à un gynécologue, c'est le temps. C'est vraiment ça. Moi qui travaille dans le milieu de la santé, je me suis aperçue que oui, on voyait beaucoup de patientes, malheureusement parce que on veut réduire un peu cet écart aussi au niveau des délais d'attente. Et parfois, malheureusement, on ne prendra pas suffisamment le temps pour comprendre toute l'historique d'une femme. Ça prend vraiment tout un village aussi quand on parle d'éducation et de libération de la parole aussi. Et donc, ce qu'on fait au sein de l'association, c'est de préparer justement les femmes à la première consultation. Donc, c'est OK, première consultation, tu as ça comme symptôme, pose ces questions-là, demande ça, et tu vas voir que même avec peu de temps, tu vas obtenir des réponses claires et précises aussi. Tu sais, il y a une question que j'aime souvent quand on est dans un cabinet médical où on te demande c'est quoi la dernière date des menstruations. La première chose qu'on sort, c'est son téléphone. Mais on devrait être préparé à ça. Si on n'a pas son téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a aussi cette éducation aussi à avoir en se disant, il faut qu'on soit autonome, responsable et être prête parce que, justement, le deuxième rendez-vous peut être très long aussi. Donc, nous, c'est ce qu'on fait, justement, c'est de préparer les femmes à une première consultation ou tout simplement à l'orienter vers le bon spécialiste. Est-ce que, de par les témoignages que tu as eus, là, est-ce qu'en général, de nos jours, les personnes qui vont consulter sont de plus en plus crues rapidement ou il y a encore de la résistance au niveau des médecins pour consulter? Par rapport pour aller consulter un spécialiste par après pour référer ou il y a encore la banalisation. Mais, je pense plus maintenant à l'endométriose qui est peut-être plus difficile à détecter. Souvent, les médecins comme banaliser la douleur, là, c'est normal, madame, vous êtes menstruée. Est-ce que tu as eu des témoignages des personnes? C'est intéressant comme question parce que ça fait 10 ans que je m'intéresse aux fibromes utérins et je sens et je vois aussi que le discours a changé. Oui, il y a une évolution. Déjà en 10 ans, là, ouais. C'est ça. C'est qu'au début, il y avait beaucoup de femmes qui venaient, justement, qui nous disaient, là, mon médecin, il a un peu banalisé mes symptômes. Ouais. Il disait que c'était rien, que j'ai des fibromes utérins. Un an après, il m'appelle en panique en me disant, là, il faut qu'on retire votre utérus parce que vous avez plusieurs fibromes. Donc, le décalage était quand même assez important. Entre cette banalisation et l'urgence d'agir aussi. Aujourd'hui, on entend moins ce discours-là. Donc, il y a une éducation au niveau des professionnels. Oui, et je pense que plusieurs organisations au niveau de la santé des femmes, que ce soit Vivre sans fibrome, Endométriose Québec ou à l'international, mettent en avant justement cette forme de banalisation à ne pas faire parce que les générations ont changé. Le système médical a changé aussi et cette notion d'empowerment aussi, quand on vit quelque chose, on le dit. Ça aussi, c'est un discours qu'on entendait moins souvent parce que les femmes parlaient moins. Donc, cette parole qui est prise en considération, ça fait du bien parce que justement, aussi bien au niveau des femmes que des professionnels de la santé, je pense qu'on s'éduque tous
Vraiment. Donc, on apprend tous aussi pour cheminer ensemble. C'est vraiment cette collaboration de main dans la main qui fait en sorte que oui, aujourd'hui, ce discours-là a changé et ça fait du bien. Puis là, dans l'exemple que tu as donné, là, je trouve ça intéressant. Tu disais, le médecin, oh oui, mais maintenant vous avez des fibromes, c'est pas grave, ça, c'est des tumeurs bénignes, là, donc vivez avec ça. Puis là, après ça, 1 an plus tard, oh madame, il faut absolument vous enlever tous vos fibromes. Qu'est-ce qui fait en sorte, je sais pas si tu connais la réponse, là, quand est-ce que c'est grave d'avoir des fibromes? Quand est-ce que ça l'est pas? Est-ce que c'est douloureux? C'est une très bonne question. Dans la majorité des cas, les fibromes sont asymptomatiques. Donc, une femme ne va pas avoir de... On ne sait pas, si on a des fibromes. Mais, comme je le dis, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes qu'il ne faut pas une surveillance rapprochée. Là. Et malheureusement, parfois, on tombe un peu dans ce vide-là. Bon, ben, t'as pas de symptômes, t'as pas d'hémorragie, donc dossier fermé, on n'a plus besoin d'aller consulter. Okay. Moi, je le dis toujours, c'est pas parce que notre fibrome ne nous pose pas de problème qu'il ne faut pas un suivi. Et au sein de Vivre sans fibrome, à travers nos activités, on garde un lien quand même avec ces femmes. Et on leur dit, attention, parce que si tu as justement des symptômes qui se manifestent, parle à quelqu'un, viens consulter, parce que parfois, justement, il va être trop tard et parfois, justement, ça va être la chirurgie qui va être proposée. Ah, c'est pas tout le temps la chirurgie qui est proposée. Non, il y a plusieurs alternatives qui sont mises en place. Et donc, de cette question-là, justement, et de cet écart entre le fait qu'on n'ait pas de symptômes et le fait qu'on en ait, à partir du moment où vous avez quelque chose de pathologique dans votre corps, ça peut exploser comme un volcan. On ne le sait pas quand. Tant mieux pour toutes ces femmes qui ne savent pas qu'elles ont des fibromes et qui n'auront pas de symptômes. Quand tu dis exploser comme un volcan, est-ce que c'est une image où le fibrome peut vraiment exploser comme un kyste, par exemple? Il ne va pas exploser comme un kyste, mais il peut créer justement de la douleur très intense qui va amener justement... C'est ça. OK. Qui va amener justement une femme aux urgences parce que le fibrome peut soit se nécroser. OK. Donc, comme un peu un infarctus du cœur, il va manquer de sang. Ouais. Donc, il va se nécroser, mais ça va faire extrêmement mal. Okay. Ou il peut se tordre aussi. Une torsion. Okay. Et ça, malheureusement, avec les médicaments Tylenol, antalgiques, repos, il n'y a pas grand-chose à faire que de supporter la douleur le temps que ça passe. Donc, c'est quand même des situations qui existent, malheureusement. Et oui, au-delà de la chirurgie, il y a beaucoup d'alternatives aussi. De plus en plus, on parle de santé intégrative. Oui. Moi, quand j'aborde ce mot-là, c'est toute cette vision aussi et tout ce travail qu'on a réalisé pendant 10 ans de justement travailler avec des professionnels, des partenaires qui ne voient pas juste l'aspect médico-social, mais qui voient justement d'autres approches plus douces et qui parfois correspondent mieux aux besoins d'une femme aussi. Ouais. As-tu des exemples? Écoute, lisez mon livre. En fait, j'en ai plein. Je ne sais pas comment ça avait commencé, Marielle, ce désir justement de me dire, bon, c'est pas possible, il doit y avoir d'autres alternatives qui me permettraient justement de soulager mes symptômes. La petite histoire, c'est que moi, j'ai eu des fibromes utérins. Ouais. À l'époque, et je le suis toujours, en tant qu'infirmière en cardiologie, j'en avais jamais entendu parler. C'est fou, hein? C'est fou, vraiment. Mais il y avait tout un travail aussi et... une partie de ma féminité qui, pendant très longtemps, j'avais rejetée. Parce que toi, tu l'as appris, t'avais quel âge? J'avais 28 ans. Tu avais 28 ans quand tu as appris que tu avais un fibrome utérin. C'est ça. Mais depuis l'adolescence, mon rapport avec mes menstruations, avec mon corps, j'avais toujours rejeté ça. Je ne voulais rien savoir de la gynécologie. C'était vraiment quelque chose qui, pour moi, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Parce que c'était tabou, dans le fond, dans ta famille, puis... Non, plus par rapport à des traumatismes internes aussi. Moi, j'ai vécu une excision à l'âge de 9 ans dans mon pays d'origine. Et donc, ça a toujours été une partie de moi qui me rappelait un peu toute cette douleur, tous ces traumas. OK, ouais. Et donc, j'avais vraiment éloigné
toute cette féminité à l'extérieur de moi et je ne voulais pas en parler. En fait, je parle de cette blessure-là parce que je pense qu'une femme, quelle que soit sa culture ou d'où elle vient, vit avec des traumatismes. À différentes échelles. À différentes échelles, vraiment. Et que certaines parlent facilement, d'autres pas. Et quand on parle justement de santé intégrative, parfois il y a des femmes qui, avant même d'aller voir le gynécologue, pourraient voir un psychologue pour désamorcer un peu ces nœuds qui la bloquent, aussi bien physiquement que mentalement, et qui faciliterait justement sa prise en charge au sein du milieu de la santé, vous voyez. D'autres femmes auraient besoin de sexologues aussi. Donc, tout ça, moi, je l'ai appris durant ces années où je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir autre chose que l'approche conventionnelle. Et qu'est-ce qui m'a aussi amené là-dessus, c'est qu'en 2013, j'avais fait une thrombophlébite avec la pilule contraceptive. Okay. Pour en rajouter encore une couche. Ouais. Et là, je me suis dit, et là, quand on m'a dit, madame, c'est fini, vous ne pourrez plus prendre une pilule combinée avec de l'œstrogène. Alors, la pilule contraceptive, dans la prise en charge de fibromes utérins, permet justement d'agir au niveau des menstruations. D'accord, c'est un traitement donc c'est symptomatique. souvent prescrit là, pour c'est très souvent prescrit. Okay. Mais tout comme l'endométriose, c'est qu'on veut justement que la femme ne fasse plus d'hémorragie, donc on va couper les menstruations. Ouais. Donc on prescrit la pilule. Les gens me disent souvent, mais c'est quoi le rapport entre fibromes et pilule? Je prends le temps d'expliquer. Ce n'est pas un traitement qui va réduire les fibromes, mais qui va soulager vos symptômes si, quand la pilule fonctionne et que vous la tolérez bien, vous n'allez plus avoir de menstruation, donc vous n'allez plus être anémique. Et donc, ça va permettre justement d'améliorer la qualité de vie des femmes. Et donc, malheureusement, j'avais fait cette thrombophlébite. Mince, zut alors. Et tu sais, quand je te dis qu'il faut prendre aussi la femme à 360 degrés, moi, à l'époque, j'ai 28 ans, ça fait 2 ans que je suis au Québec, j'ai pas ma famille, je travaille beaucoup, je travaille de nuit, je vois mes menstruations déborder de mes protections systématiquement parce que je manque de sommeil. Je comprends plus mon corps. Je suis totalement déréglée. Et dans ce contexte-là, justement, je découvre que j'ai des fibromes parce que j'en peux plus. En fait, mon corps n'en peut plus. Au travail, je sens une douleur thoracique et je me dis, travaillant en cardiologie, ça doit sûrement être de l'anxiété ou une crise cardiaque. Tu sais, vraiment, là, dans les diagnostics différentiels, là, jamais j'aurais pu penser à un problème gynécologique. Tu sais. Et là, moi, maintenant, ça me fait penser justement que tout est relié, tout est interrelié. Et donc, je consulte à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en leur disant, là, je fais un infarctus, faites-moi un ECG, une prise de sang. J'étais vraiment prête mentalement. Là, on me dit, Madame Sidibé, votre électrocardiogramme est beau, mais vous êtes très anémique. Okay. Donc, j'avais 57 grammes d'hémoglobine, ce qui est très, très bas à l'époque, extrêmement bas. Je ne connais pas ça, ce qui est normal. La moyenne. Et du coup, nous... Oui. La moyenne pour une femme et pour un homme, on tourne aux alentours de 120-140. Oh, OK. D'accord? Oui, très, très anémique. C'est ça. Une anémie légère, c'est aux alentours de 100, 110. En dessous de 100, on parle d'une anémie plus ou moins sévère. En dessous de 80, une anémie sévère qui nécessite des transfusions, etc. Donc moi, j'étais très anémique. Et parce que pendant mes menstruations, je pissais littéralement du sang. Je le dis souvent. C'est pas une métaphore, mais c'était vraiment ça. Ah oui, c'est vraiment ça. Là. Je pense que tu changeais 3-4 à l'heure. Oui, très facilement. C'est intense. Je me revois une nuit aux urgences où je transfusais un patient, mais moi-même, en fait, pendant l'heure, je faisais des allers-retours en me disant, mais ça n'a pas de sens. En plus de ça, il y avait de la douleur, donc je prenais aussi des antalgiques. Et c'était vraiment un cercle infernal. Et donc, peu de temps après, c'est ça, je suis allée consulter aux urgences. Donc là, on me dit que je fais une anémie sévère. Et là, je ne crois pas le médecin. Je me dis, non, il y a une erreur, je vais rentrer chez moi. Parce qu'à ce moment-là, moi, je ne pense pas à un problème gynécologique. Pour moi, c'est soit un infarctus, mais à aucun moment, je ne pouvais pas inventer ou connaître quelque chose que je ne savais pas. Ouais, c'est ça.
Et donc là, le médecin me dit, et même le médecin me dit, ça doit être sûrement un problème hématologique. Donc, j'ai demandé une consultation auprès de l'hématologue. Donc là, je vois l'hématologue. Je me rappelle, il avait mon dossier dans les mains. Il rentre, il sort. Madame Sidibé, oui. Il me dit, vous êtes trop en bonne santé pour que vous ayez un cancer. Ça doit être un problème gynécologique. OK. Ouais. Et pourtant, j'ai travaillé... c'était une bonne nouvelle. On élimine le cancer. C'est ça, effectivement. Et j'ai travaillé aussi en hématologie pendant 3 ans. Et effectivement, je me suis dit, ça doit être autre chose qu'un cancer. Mais c'est vrai que c'est très, très bas. Et donc, lui, c'est le premier qui me dit, ça doit être un problème gynécologique. Donc, je lui ai demandé une consultation. Et là, figure-toi que ça a pris 1 minute pour que la gynécologue vienne, mettre ses mains sur mon ventre, et me dise, je sens des boules, je pense que tu as des fibromes utérins. Et là, je lui ai dit, c'est quoi des fibromes, docteur? Et c'est comme ça que tout s'est enchaîné. Après, avec la thrombophlébite, 1 mois après, la crise d'anxiété aux urgences, où je me revois en me disant, mais je suis vraiment malade. Et c'est particulier parce que nous, en tant que soignants, j'ai toujours eu cette croyance de me dire que les soignants étaient protégés un peu comme des anges, là. On n'est pas malade. C'est ça. J'ai toujours eu, depuis l'âge de 16 ans, depuis que je travaille dans le milieu de la santé, et moi je suis très croyante, très spirituelle, d'avoir cette protection aussi divine, de se dire, mais si on est malade, qui va s'occuper des malades? Donc il nous faut une garantie. Ça nous prend une garantie. Et quand je suis tombée malade, là, je n'ai pas compris. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, même nous, en tant que soignants, on l'a vu pendant la pandémie, quand on était malade ou quand on appelait malade, c'était, oui, mais qui va te remplacer? Et d'ailleurs, on nous appelait des anges. C'est un mot que j'ai du mal à accepter de par ce contexte-là, parce que les anges peuvent mourir aussi. Tu vois, et quand c'est des professionnels de la santé et qu'on donne notre temps, notre énergie aux patients, quand on se retourne et quand on endosse justement cette blouse blanche, cette blouse patiente plutôt, ça fait mal. Ça fait mal. Parce que là, on voit tout. On voit tout, ouais, c'est ça. On comprend tout, on analyse tout. Et là, on se dit, mince alors, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Ouais. Et de là, après, ça a été de créer justement le bloc Fibromel, parce que forcément, quand je posais des questions aux médecins, je n'avais pas les réponses. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup pour comprendre, de par ma dyslexie. Et je trouvais qu'il y avait un manque d'informations énorme sur le fibrome, mais énorme. Et j'en parlais auprès de mes collègues. Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, non, c'était vague. Et finalement, je me suis dit, regarde, si tu ne peux pas avoir l'information, là on est en 2014, va chercher l'information ailleurs. Et c'est comme ça que justement, j'ai créé dans un premier temps le blog Fibromel. Mon petit bébé. Oui, le premier. Parce que je ne voulais pas faire un blog sur le fibrome utérin, je voulais faire un blog sur les femmes. Et non, avant tout, comprendre leur réalité, comprendre leur parcours. Moi, je ne suis pas médecin. Si je voulais être médecin, je l'aurais été. Moi, je suis infirmière et ce qui me plaît, c'est vraiment cette relation avec les patients, avant tout, tu vois. Il y en a qui aiment le côté scientifique. Moi, j'aime le relationnel. Et ce relationnel-là, je l'ai créé à travers le blog. Ouais. C'était une période... Le blog, dans le fond, c'est les femmes qui racontent un peu leur histoire pour en aider d'autres. Là. C'est ça. Surtout qu'à la base, c'était vraiment dans une démarche individuelle, parce que suite à ma thrombophlébite, justement, dans ce processus aussi de trouver des coupables, et je le dis, je ne suis pas favorable à un traitement ou à un autre. La pilule contraceptive très bien fonctionnait avec une femme et une autre non. Moi, ça a été mon expérience, mais c'était vraiment pour déculpabiliser aussi envers les professionnels et envers ma responsabilité, en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, et de pouvoir raconter mon quotidien, tu vois. Les différents professionnels, les recettes, les informations, les consultations. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que les femmes ont répondu présentes un peu partout dans le monde. Ça a
ça a pris très vite en termes de témoignages. Et là, je me suis dit, ouf, finalement, moi qui pensais être toute seule, je ne le suis pas. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était vraiment ça. Puis ça fait du bien là, d'entendre l'histoire des autres, c'est rassurant, ou, ça permet de se sentir comprise aussi. C'est ça. Et est-ce que tu as découvert qu'est-ce qui a causé les fibromes? Est-ce qu'on sait ou ça reste seulement des hypothèses? Tu sais, comme tes douleurs là, quand tu étais adolescente, est-ce que tu penses que c'était causé par les fibromes déjà ou on ne sait pas? Alors, quand il y a, dans les maladies gynécologiques, il y a souvent ce qu'on appelle justement des facteurs multifactoriels. Oui. C'est pas juste une seule chose. C'est ça. C'est pas juste une seule chose, c'est pas juste un problème. Il y avait plusieurs problèmes. Oui. Bien qu'on cherche souvent la cause, mais quand on regarde au niveau justement de notre environnement, notre hygiène de vie, des différents facteurs modifiables et non modifiables, on peut comprendre un peu. Alors les fibromes utérins touchent énormément les femmes noires. On parle d'une femme sur 3 des femmes noires. Dans les statistiques, on parle d'une femme sur 5. C'est héréditaire, c'est génétique. On ne le sait pas pourquoi. C'est vraiment malheureux parce que très, très peu de recherches ont été faites par rapport à ça. Donc déjà, j'étais une femme noire. Au niveau de mon environnement, j'étais une personne très stressée aussi. Ouais. Énormément stressée. Je n'ai jamais fait attention à mon alimentation parce que je suis infirmière, je suis sportive à mes heures perdues. Et aussi, il y avait eu cette négligence, et je le reconnais aujourd'hui à 41 ans, du corps médical aussi, mes freins, mes peurs de consulter au bon moment. Parce que justement, je me suis toujours dit, j'ai pas besoin d'aller consulter un gynécologue. Parce que tu n'avais jamais consulté de gynécologue. À 16 ans, quand j'ai commencé à avoir des menstruations très importantes. OK. Et je me rappelle, j'avais dit au médecin, peut-être que c'est un cancer de l'utérus. Et lui m'avait dit, mais non, madame, vous êtes trop jeune, vous êtes en bonne santé. Et ça a fait un peu un déclic en me disant, regarde Aïssatou, tu stresses pour rien. Regarde, le médecin t'a rassuré à l'âge de 16 ans. Donc, je pense qu'on voit, c'est ça que je parlais tantôt de la banalisation de la douleur. C'est ça. Puis qui est beau, puis qui est le fun, c'est que c'est en train de changer. C'est ça. Mais ça peut arriver très tôt. Et on enregistre ça dans notre tête en se disant, mais non, le médecin m'a rassuré, quel que soit l'âge. Et il y a eu un peu ce côté-là que j'avais gardé en me disant, mais non, regarde Aïssatou, t'as passé une échographie à l'âge de 16 ans, tout est beau, malgré tes menstruations. Et il y avait aussi mes traumas. Mes propres traumatismes. C'est ça que je lisais dans le livre, là, c'est que je me souviens plus des stats, là, mais beaucoup de personnes qui ont des fibromes utérins ont eu aussi un trauma. Donc, est-ce qu'on en sait un petit peu plus là-dessus? Ça serait intéressant justement d'avoir des études, parce que là, on se dit, est-ce que c'est parce que la femme avait des traumas qu'elle n'a pas consulté ou consulté tardivement, ou est-ce que les fibromes ont créé tout ça? Tu sais, il faudrait vraiment savoir. Ça, c'est trop flou encore. Ouais, je pense qu'il peut y avoir un peu des deux. Je pense que dans mon cas, c'était vraiment un peu des deux. Qu'un trauma peut être responsable après de la création de mots, en fait. Tu sais, je le dis souvent, tout ce qu'on ne peut pas extérioriser se matérialise quelque part. Ouais. Tu vois. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que suite à mon opération en 2018, je me rappelle, j'avais dit à mes collègues, donc je suis retournée dans le même milieu toxique, malgré que c'était un milieu formidable de travailler aux urgences, mais pour moi, j'avais atteint mes limites. Mais j'avais dit à mes collègues, c'est fini, aujourd'hui, je dirai tout ce qui me passe par la tête, même si ça vous fait chier. Au moins, je dormirai bien et je veux plus avoir de fibromes utérins. C'est fini. Et là, c'était waouh, on a une autre Aïssatou. Et là, j'étais partie dans cette quête de mon bien-être avant tout. L'as-tu mis à l'exécution? C'est beau de dire. Ah oui, OK, bravo. Ça a été, après mon opération, ça a été une autre Aïssatou, là. Ouais. Et pour moi, tu vois, il y a des femmes qui refusent tout type de chirurgie. Pour moi, ça a été une bénédiction. Ça a été même une révélation. J'avais 17 fibromes à 32 ans, donc c'était quand même beaucoup. Et j'avais vraiment essayé aussi toutes les alternatives qui me s'étaient offertes. Donc l'acupuncture, l'ostéopathie, l'herboristerie,
J'avais fait quoi d'autre? La sexologie. J'avais fait de la physiothérapie. J'avais consulté une psychologue. OK, fait qu'il y a beaucoup d'alternatives là, avant de se rendre en chirurgie. Là. Il y en a énormément. Et au final, tu sais, quand tu arrives à un moment donné où il est trop tard et que tu as besoin d'une aide extérieure, j'étais rendue là, tu vois. Et j'étais en paix. Et ce discours d'avoir peur de la chirurgie, je comprends, mais il y a des personnes aussi qui sont là pour vous rassurer. Parce que parfois, ça peut être la bonne chose qui peut arriver au bon moment, à l'instant T, avec le bon professionnel. Mais là, toi, dans le fond, c'est parce que tu avais eu très mal, tu avais été à l'urgence et là, ils t'ont amené en chirurgie? Ou comment qu'on en vient à dire, bon, là, maintenant, il faudrait vous opérer, madame? C'est une bonne question. Donc, 2013, moi, j'ai mal parce que j'ai mal au cœur à cause de mon anémie. C'est même pas... tu sais, à un moment donné, la douleur, on finit par la supporter, la douleur des menstruations. Ouais. Tu vois. On va prendre des Tylenol, on va prendre des Spasfon, on va prendre des Antal. On va supporter, on va tolérer difficilement. Quand on a toujours entendu quelqu'un, même les professionnels de la santé, nous dire, madame, c'est normal, vous êtes menstruée, vous avez des douleurs. Mais cette douleur au cœur, quand même, m'avait quand même un peu inquiétée parce que c'était une douleur qui était survenue la nuit. Travaillant en cardiologie, je sais que les douleurs au repos qui surviennent la nuit, c'est pas très bon signe. OK. D'ailleurs, c'est un message que je passe aussi. Et c'est pour ça que je suis allée consulter. OK. Et heureusement qu'il y a eu ce signal d'alerte. Heureusement que tu étais au courant, dans le fond. Et aussi, parce que quelqu'un aurait pu négliger cette douleur-là. Là. Effectivement, tout comme la douleur avec la thrombophlébite aussi. Mon expertise d'infirmière m'a permis de consulter à temps, heureusement, parce que je ne sais pas où j'aurais pu être aujourd'hui. D'où l'importance d'informer puis de vivre sans fibrome. Hein, c'est ça, effectivement. J'aurais pu dormir tranquillement dans mon sommeil et puis ne jamais me réveiller. Tu vois un peu? C'est quand même grave, tout comme la thrombophlébite. Il suffit que le caillot se détache, tu fais une embolie, un AVC. On en voit des patientes malheureusement qui sont décédées suite à des pilules contraceptives. C'est triste, malheureux, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça prend quand même un cas. Et donc 2013, je crée le blog pour chercher d'autres alternatives et ça m'a pris 5 ans avant que je prenne la décision de me faire opérer. OK. Voilà. Mais est-ce que c'est parce qu'on te le proposait et toi, tu voulais pas, ou c'est parce qu'on te le proposait pas parce qu'il n'y avait pas de problème majeur? On me le proposait pas. OK. On peut vivre toute notre vie avec nos fibromes utérins. Supposons que j'ai 17 fibromes utérins, je le sais à 30 ans, je peux vivre avec jusqu'à temps que je meure s'il n'y a pas de complications? C'est ça. OK. Si vous n'avez pas de saignement abondant, si au niveau de votre aspect corporel, vous êtes bien avec ça, que vos fibromes ne se voient pas, si vous n'avez pas de problème au niveau de la sexualité, parce que les fibromes peuvent aussi être très dérangeants. Oui, pendant la pénétration. Pendant la pénétration, au niveau de la localisation. Si vous n'avez pas de problème urinaire aussi, parce que parfois il y a des fibromes qui écrasent aussi la vessie, donc la femme va avoir tout le temps cette envie d'uriner. Donc, si la femme n'a pas de problème par rapport à ça, oui, elle peut garder ses fibromes. Mais moi, je sais que le déclic, ça a été quand je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, je me reconnais plus, tu vois. J'avais pris beaucoup de poids avec les médicaments, donc avec la ménopause artificielle qui a fait en sorte que je n'ai plus de menstruation, donc ça, c'était encore une étape en soi. T'avais J'avais été des médicaments. OK. C'est ça. Tu avais été en ménopause artificielle. C'est ça. Et là, visiblement, c'est réversible. Oui, totalement. Heureusement, dès qu'on arrête le médicament, on reprend notre cycle. Mais j'avais essayé les médicaments, donc il fallait me voir. Mais tu sais, t'étais pas bien là, avec toi-même. Là. C'est comme une ménopause à 55 ans d'une femme qui se plaint justement de tous les effets secondaires. Moi, c'était ça. Ça a été, alors que pour d'autres personnes, c'est merveilleux. Mais dans ton cas, toi, ça marchait pas. Là. À 32 ans, je te dirais quand même que c'est difficile. Hein. Pour celles qui... Certaines, justement, arrivent à bien le tolérer, d'autres pas. Tout comme la ménopause, mais ça a été justement... troubles de la mémoire, prise de poids, bouffée de chaleur. Je me revois auprès de mes collègues. Mais il fait chaud. Mais à ce moment-là, Maria, je ne savais pas que c'était le médicament.
Tu vois? Parce qu'on n'en parlait pas. Oui, et même le médecin était un peu vague. Bon, surtout à l'époque, en 2014-2015, c'était un nouveau médicament. C'est bon, on va voir et puis on teste. Et donc, quand j'ai vécu tout ça, ben moi, je me suis dit, ben, c'est moi en fait. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, non, ça doit être le médicament. Et je pense que c'est même le pharmacien, hein, quand je dû me plaindre, il me disait, bon, non, tu es en ménopause artificielle, quoi. Ouais. Waouh, c'est un choc quand même. Parce que là, je sais qu'à 55 ans, ben, je peux être encore à risque de tous ces symptômes. Ah, parce que tu connais déjà les symptômes sur ton corps, des hormones. Les bouffées de chaleur, ça peut évoluer un peu, j'imagine, mais... L'avenir me le dira. Ouais. L'avenir me le dira, mais et même, je te dis, hein, cette perte de mémoire en me disant, mais non, il faut que je fasse des sudoku, je retiens plus les mots. C'était horrible. Mais là, est-ce que tu savais qu'on t'avait mis en ménopause artificielle ou on t'avait juste donné des médicaments et toi, tu prenais les médicaments sans trop savoir? C'était plus cette option 2, je te dirais. OK. Parce que c'était un nouveau médicament, donc... Tu sais, c'est comme quand on prescrit un médicament, on ne sait jamais comment une femme va agir. Et là, c'est pas tant le manque d'information du médecin, mais c'est plus de toujours faire ses propres recherches aussi, parce qu'au moins, on sera mieux préparé, tu vois. Et donc, il y avait quand même cette part de responsabilité, parce que c'est ce que j'ai fini aussi par faire pour me rendre jusqu'au pharmacien. Et donc, j'avais essayé quand même pas mal de choses avant de prendre cette décision en me disant « Stop ». Là, j'avais cette allure d'une femme enceinte. Et pour moi, mon corps, ça a toujours été quelque chose... Tu sais, je travaille avec mon corps, je travaille avec mon sourire, je travaille avec cette image aussi de représenter la santé. Et là, c'était plus ça, quoi. C'était... Je supportais plus mon ventre. Tu souffrais. C'est ça. Et j'avais vraiment... tu sais... Quand tu es dans le métro et qu'on te laisse ta place, quand on veut te laisser la place et que tu dis non, je suis pas enceinte. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que maintenant que je suis enceinte, personne me laisse. Ah non! Ah non! Je me dis, si, t'as l'air content, il me semble que. Mais c'est vrai qu'avec mes fibromes, j'avais souvent cette gentillesse où les personnes me laissaient leur place, mais waouh, non! Et donc là, je me suis dit, ok, je vais aller voir le médecin, je sais ce que je veux. Et quand je vais voir le médecin qui me dit non, moi je veux pas vous opérer. Et là je lui dis si docteur, je pense que je suis due. Et effectivement, elle a bien fait de m'opérer parce que au lieu d'avoir 4 fibromes sur l'échographie, j'en avais 17. Tu sais, c'est toujours un peu quand on ouvre, on trouve. Et attends, tu dis qu'à l'échographie, il en voyait seulement 4? C'est ça. Il y en avait un qui était placé derrière l'utérus. C'est vraiment l'IRM qui permet d'avoir une meilleure cartographie aussi. Okay. Est-ce que c'est automatiquement qu'on fait une IRM pour valider si on a des fibromes? Non, c'est une très bonne question. On va toujours commencer par l'examen le plus simple et le plus accessible. L'échographie. Parce que si vous n'avez pas de fibromes, si vous n'avez rien, on ne fera pas une IRM par exemple. Et ensuite, dans un second temps, l'IRM. Okay. Et à l'IRM, là, on voit un peu la cartographie quand même assez meilleure. Et donc, c'est ça, j'en avais 17. Et là, moi, ça m'a permis de comprendre que... Mais, excuse-moi, je t'arrête. Ouais. Ça veut-tu dire que quelqu'un pourrait faire une échographie, voir s'il y a des fibromes? À l'échographie, il ne voit rien. Madame, vous êtes en bonne santé. Puis finalement, la personne en a 10 de cachés. Il peut y avoir des écarts en fonction de par qui est fait l'échographie. Okay. Là où on le fait, le type d'imagerie. Donc, ça peut varier. D'ailleurs, il y a des femmes qui vont dire tiens, j'ai fait une échographie, là, tout est normal, et puis j'en ai fait une autre quelques temps après. Il peut y avoir quand même des différences et des écarts, mais il faut toujours compléter ces examens par d'autres examens aussi. Et généralement, ce qui est bon, c'est vraiment l'examen clinique, ce que vit la patiente. D'accord ? Tout comme avec l'endométriose, on parle beaucoup d'un diagnostic clinique aussi, parce que pour savoir qu'on a de l'endométriose, il faudrait opérer avec une laparoscopie. Donc, c'est complexe. Donc, on va se fier sur les symptômes de la patiente. Okay. Donc, sur ce qu'elle dit, tout simplement. Et donc, cette opération est arrivée au bon moment. Généralement, on évite aussi d'opérer trop rapidement parce que les fibromes peuvent revenir. Et comment t'as convaincu le médecin? Parce que le médecin ne voulait pas t'opérer. Qu'est-ce qui l'a convaincu finalement? C'était quand même un médecin qui était à l'écoute, tu vois. Okay. Les médecins n'ont pas la science infuse, hein. Ils vont donner leur choix, leur opinion. Après, c'est à vous de prendre la décision ou pas. Sauf dans des cas parfois extrêmes, là. Mais ils vont émettre leur opinion.
vous avez vos opinions, vous avez votre histoire, vous savez par où vous êtes passé, vous savez ce que vous pouvez plus tolérer. Donc, j'ai pas eu à la convaincre. Non. OK. Mais dans le fond, c'est que tu étais bien informée. Puis là, tu as dit, moi, j'en ai assez. Puis c'est maintenant que ça sert. C'est ça. Okay. Tu sais, la meilleure décision qu'on peut prendre, c'est celle de notre intuition. Ça faisait 5 ans quand même que je traînais ces fibromes. J'avais tout essayé. J'en pouvais plus. Pour moi, c'était le bon moment. Okay. Et heureusement que j'ai eu un médecin qui était réceptive parce qu'elle m'a écoutée et elle m'a suivie. Et ça a été une bonne décision parce que même si mes fibromes sont venus, comme je le dis, c'est pas une fin en soi. Tu vois? Ben, à ce moment-là, elle t'avait enlevé les 17 qu'il y avait. C'est ça. Puis après ça, il y en a quand même d'autres qui sont venus. Au bout de 4 ans, 5 ans. OK. Mais ça m'a pas alertée. OK. Parce que je mangeais mieux, je dormais mieux, j'ai changé de boulot, j'ai éliminé tous les perturbateurs humains de mon entourage aussi. Je savais où aller s'il y avait un problème. Mon cycle menstruel s'était remis à fonctionner normalement. OK. Ça m'a pas inquiétée, tu vois. Et là, je me suis dit, ben, tiens, je fais partie de cette catégorie de femmes qui ont des fibromes et qui n'ont pas de symptômes, tout simplement. Tu vois. Donc, je le dis souvent pour assurer les femmes, la chirurgie, ce n'est pas là pour vous faire peur, ça va vous aider au contraire. Et même si les fibromes reviennent, c'est pas une fin en soi. Tu sais, là, je suis tombée enceinte 41 ans naturellement. Avec les fibromes, j'en ai encore. Je touche du bois. Ouais. Je touche du bois avec les deux mains. Mais c'est quelque chose de possible, tu vois. Et donc, chaque cas est différent aussi. Et c'est sûr que, après, en tant que soignant, je pense qu'on est quand même les bonnes personnes pour comprendre et soulager les peurs des patientes, tu vois. Et c'est pour ça que je suis contente qu'au sein de l'association, on ait mis en place ces consultations infirmières, justement, pour préparer la patiente à une chirurgie ou à sa consultation, ou pour l'orienter vers le bon professionnel au bon moment et au bon endroit. OK. Oui, tantôt, tu disais que ça pouvait avoir des répercussions sur la fertilité. Oui. Dans ton cas, il n'y en a pas eu du tout. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui fait en sorte qu'un fibrome peut affecter la fertilité d'une personne et d'une autre non? Où est-ce que les fibromes sont placés? C'est ça. Qu'est-ce qui Effectivement. Et là encore, ça passe par l'éducation parce que il y a 3 types de fibromes. Donc, il y a les fibromes sous-muqueux qui sont à l'intérieur de la cavité, là où l'annulation va se faire. Donc, là où l'endomètre est là, normalement. Est-ce que c'est ces fibromes-là qui font en sorte que les saignements sont plus abondants? Effectivement. OK. Ça représente 12% des fibromes. C'est pas beaucoup, mais c'est les plus handicapants aussi. Ouais. Parce qu'ils font plus saigner et c'est eux qui ont un impact sur la fertilité. Okay. Donc, soit en créant des fausses couches, ou soit au niveau directement de l'implantation qui, lui, peut ne pas se faire parce qu'il y a un fibrome utérin. Est-ce que tu sais si c'est pour ça, dans le fond, que toi, tu n'as pas eu de problème de fertilité parce que tu n'en avais pas à l'intérieur? J'en avais pas à l'intérieur, effectivement. OK. Effectivement. Bonne nouvelle. Oui, j'en avais pas à l'intérieur. Ça aurait pu, mais j'en avais pas à l'intérieur. Donc, c'est une bonne nouvelle. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, tu as ceux qui sont à l'intérieur de l'utérus. Ceux qui sont dans le muscle de l'utérus, donc les intramuraux. Donc, c'est eux qui vont prendre beaucoup de place. D'accord? OK. C'est ceux qui faisaient que tu avais l'air d'une femme enceinte. C'est ça. Pas... OK. Effectivement. Et vous avez ceux qui sont à l'extérieur de l'utérus. Donc, vraiment sur la couche externe de l'utérus. Et ceux qui sont à l'intérieur du muscle, c'est parce que dans le fond, c'est qu'ils font gonfler l'utérus, c'est inflammé ou non, ça n'a pas rapport? Non, ils ne sont pas inflammés, mais ça va prendre de la place. Donc, l'utérus. Parce que l'utérus grandit avec, tandis que quand c'est à l'extérieur de l'utérus, le fibrome va grossir, mais sans faire tout gonfler. Là. C'est ça. OK. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui vont avoir un utérus, une femme enceinte. De 14 cm, 16 cm, vraiment, parce que le fibrome qui prend de la place, et un utérus, c'est petit, hein? Oui. On parle de 5 cm, donc là, l'utérus grossit à cause de ces fibromes utérins. Et vous avez ceux qui sont à l'extérieur, qui, eux, vont appuyer sur la vessie. Okay. Donc, vous allez avoir souvent envie d'uriner, ou d'autres qui vont appuyer sur le rectum. Donc, vous allez avoir des problèmes de constipation et de transit, pas le fun. Et d'autres qui vont être même mobiles, là, où il y a des femmes... Mobiles, OK. Ouais, comme je le dis, le conseil qui est toujours bon à donner, tu sais, Marianne, on fait souvent de la prévention sur le cancer du sein, mais palpons-nous aussi le ventre. Tu sais, il y a des mots qu'on utilise. C'est la première fois que j'entends ça, là. Et pourtant, tu sais, il y a des mots qu'on n'utilise pas. On dit jamais j'ai mal à l'utérus. On va toujours dire j'ai mal au ventre. Tu vois. Et pourtant, non. On sait que c'est notre utérus qui nous brûle. Mais c'est pas dans notre jargon, tu vois. Ça, il y a des choses comme ça qu'on a du mal à faire parce que ça n'a jamais existé. Et pourtant,
tu sais, quand on a mal, touchons-nous un peu le ventre, touchons-nous l'utérus, soulageons-le pour voir justement et comprendre cette douleur-là, tu vois. Ouais. Et moi, je le dis souvent aux femmes, avant même d'aller consulter un médecin, le soir, allongez-vous sur le ventre et touchez, sentez. Ça peut être un fibrome, comme ça peut être un autre problème, mais au moins, vous allez voir qu'il y a quelque chose de pas normal ou de normal, tu vois. Ouais. Et généralement, celles qui ont des fibromes, ah oui, et d'ailleurs, quand on va voir un ostéopathe, il le sent bien, ça, le fibrome. OK. Bon. Donc, tu sais, c'est quelque chose de visible. C'est pas invisible. C'est moins complexe que l'endométriose parce que l'endométriose, on ne le voit pas. Hein, c'est vraiment à l'interne. Le fibrome, on le voit là. C'est une masse. On peut le voir là, si c'est gonflé. C'est ça. Musculaire. Ouais. C'est ça. Donc, c'est triste de se dire qu'on banalise quelque chose qui est pourtant aussi visible. Et moi, je le dis souvent aux femmes, là, lorsqu'elles se font opérer, de leur demander au médecin de prendre leur fibrome en photo. OK. Pour voir de près ce qu'on ne peut pas voir de l'intérieur. Oui, fait comme ça, quand il y en a qui reviennent, c'est plus facile à imaginer. Oui, et même pour la société. Et je pense que ce travail aussi Pour partager avec les autres. OK, oui. C'est ça, pour montrer en fait cette souffrance, tu sais, de se dire, mais vous comprenez que comment une femme peut vivre avec une tumeur, une masse de 15 cm dans son ventre, vous ne pouvez pas nous dire que ce n'est rien. Tu vois. Et ce travail-là, petit à petit, à travers aussi les réseaux sociaux et cette démocratisation du corps de la femme, petit à petit, on comprend justement que ce n'est pas normal. Puis, est-ce que tu es au courant? Qu'est-ce qu'il y en a des recherches? Parce que là, c'est pas une maladie mortelle, donc j'imagine que la priorité n'est pas mise là-dessus. Mais on en veut quand même des recherches. Comment tu vois l'avenir? Je lisais, c'est intéressant ce que tu disais, parce que je lisais un article qui disait que seulement 1% de la recherche était destinée à la santé des femmes. Tu vois? Oui, mais ça, on espère que dans quelques années, ça va changer. Avec l'arrivée des femmes en recherche et effectivement. La réalisation aussi que avant ça, soit les femmes n'étaient pas prises en compte dans les recherches à cause du cycle menstruel. Là, non, c'est trop compliqué. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est le contraire. C'est que c'est plus facile d'aller isoler ou plutôt identifier où est-ce qu'on est dans le cycle versus, par exemple, un homme cisgenre qui il peut y avoir des perturbations inexpliquées et qui arrivent à n'importe quel moment. Donc, effectivement. On le souhaite. On se croise les doigts et on le souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Et ça aussi, 10 ans en arrière et aujourd'hui, je vois des études sur le fibrome utérin, sur le continent africain, aux États-Unis, en France, ça commence. Ici, encore un peu moins parce qu'il y a encore tout ce travail de sensibilisation à faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, chaque année, au mois de juillet, il y a le mois du fibrome utérin. Cette année, ça va être la 4e édition, donc on est bien contente. Mais il y a quand même ce travail de conscientisation avant de faire de la sensibilisation, tu vois. Ouais. Et cette conscientisation passe par la compréhension des différents enjeux au niveau médical, au niveau sociétal, au niveau économique. Ça coûte cher, La santé des femmes, ça coûte cher. Ouais. Tu sais, je te parle de la santé intégrative, mais aujourd'hui, au Québec, pour voir une physiothérapeute, une ostéopathe, une acupunctrice, on parle de 100$ et plus. Tu vois. Donc, avec Vivre sans fibrome, on essaye de trouver aussi d'autres alternatives, d'autres professionnels qui permettraient aussi de diminuer un peu les coûts, parce que ça coûte cher d'être une femme. Il faut le dire. On pense souvent à tout le côté esthétique, du maquillage, de la coiffure, du vêtement, mais quand on regarde d'un point de vue médical... Parce que souvent, c'est des professionnels qui ne sont pas couverts par la RAMQ. Donc, si on a des assurances privées, tant mieux, mais rapidement, on atteint le maximum annuel. Une amie récemment est allée voir un gynécologue dans le privé. Je pense qu'elle a fini avec une facture de 500$. Quand elle m'a expliqué un peu un détail comme une épicerie, les choses qu'elle avait faites, je me suis dit, ouf, on est encore loin du compte. Donc, il faut comprendre ces enjeux. Tu vois, il faut les comprendre pour se dire, effectivement, il y a un problème dans cette société. Parce qu'on ne laisse pas suffisamment de place à la santé de la femme. Et la santé de la femme ne se résume pas uniquement à la ménopause et à notre cycle menstruel.
il y a des choses quand même, hein. Entre 16 ans et 55 ans, et il y a tout un processus aussi que se fasse physiologique au niveau de la femme. On n'est pas faite justement pour juste faire des enfants. Donc, tu sais, il faut détacher un peu tout l'aspect féminin avec l'accouchement, la naissance, la maternité, la périnatalité. Il faut regarder aussi les choses pathologiques et on s'en rend compte que statistiquement, il y en a quand même beaucoup, tu vois, énormément. Et donc, comme j'aime à le dire, c'est un jour à la fois, une femme à la fois. Ça prend du temps, mais on est dans la bonne direction. Ben voilà, tu sais, puis c'est complexe aussi parce que chaque personne en est différente, chaque personne va réagir différemment à différents traitements, à différentes maladies, donc... C'est ça. Mais au niveau des enjeux, on se comprend et c'est pour ça que à travers des groupes de parole, on arrive, sans même se connaître, à créer un lien. Ouais. Tu vois, nous, on crée depuis la pandémie. Depuis 2020, on a décidé de créer justement des groupes de parole. On appelle ça des cercles de fibromèles pour que les femmes puissent échanger entre elles. J'aimerais un jour tomber sur une étude pendant la pandémie et le lien avec la santé des femmes parce que justement, et je le dis aussi, et ça c'est humain, chacun défend ses intérêts. Je ris parce qu'en tant que femme, ben oui, on va défendre aussi nos intérêts. Hein. D'ailleurs, c'est la journée des droits internationaux de l'enregistrement de l'épisode, oui. Voilà, c'est ça. Donc, je serais bien curieuse justement de lire des articles ou des données scientifiques sur l'impact de la pandémie sur la santé des femmes. Ces femmes qui avaient des symptômes énormes, et d'ailleurs, je pense qu'il y en a eu de ces femmes qui avaient leur cycle menstruel un peu perturbé, soit à cause de la Covid, soit à cause du stress. Ces femmes aussi qui n'ont pas pu consulter, donc on parle d'un retard aussi de diagnostic. On ne parle pas de 1 an, on parle de 2 ans, de 3 ans. Ces femmes qui avaient des symptômes et qui ont eu des symptômes aggravants à cause du stress. Donc, je pense que c'est pas rien. Et ben, il y a Claudine Rambois qu'on a reçue là, plus tôt au podcast, puis elle nous disait que justement la pandémie, étant donné qu'on était tout le temps sur nos écrans pour faire des rencontres, il y avait plus cet échange humain-là, tu sais, de cytocine qui est sécrété quand on voit une personne face à face, même si on la voit, même si on voit son visage via un écran, tu sais, peut-être que ça aussi, ça peut contribuer là, à affecter la santé globale. Là. Totalement. Et d'ailleurs, de ces groupes de soutien virtuels, on est passé très rapidement à des groupes en présentiel aussi. Et là, c'est la première fois qu'on va faire des groupes hybrides, donc virtuel et présentiel. Oh, donc, des personnes peuvent assister au même meeting via l'ordinateur. Effectivement, parce qu'on a vraiment cette notion aussi d'accessibilité. Okay. Tu vois, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, c'est important aussi pour nous que toutes les femmes aient la même information et le même soutien. Parce que là, Vivre sans fibrome, vous avez un bureau à Montréal. Oui! Mais quelqu'un qui habite à Rimouski, par exemple, peut quand même vous contacter et obtenir de l'aide. Là. Donc, c'est pas seulement réservé au territoire montréalais. Ouais. Et là, justement, est-ce que vous voyez qu'il y a surtout des femmes de Montréal ou vous voyez que ça s'étend? Principalement, pendant très longtemps, comme tout organisme aussi, au niveau de la santé des femmes, on a manqué de financement. Donc, on a vraiment eu très peu de moyens pour faire de la sensibilisation at large. Donc, on s'est principalement concentré sur notre réseau et principalement, oui, nos femmes viennent de Montréal, mais ça nous arrive justement, on a fait une activité en 2023 en présentiel où des femmes avaient quitté à 5 heures du matin de Québec pour participer à la conférence parce que Vivre sans fibrome, c'est le seul organisme qui parle de fibrome utérin et qui parle avant tout des femmes atteintes de fibrome utérin. Donc, il n'y en a pas plusieurs non plus. C'est ça, au Québec, là, tu veux dire? C'est ça, au Québec. Au Canada, il y a un autre organisme aussi à Toronto, CanFib. Mais c'est loin, Toronto. Oui. Et c'est en anglais. Et c'est en anglais. Donc, nous, on travaille fort aussi pour apporter cette touche bilingue, pour respecter justement cette accessibilité pour toutes. Donc oui, on a des femmes un peu de partout et notre objectif, c'est vraiment de viser tout le Canada aussi. Puis comment qu'on peut faire si on veut soutenir l'organisme Vivre sans fibrome? Nous avons créé le premier site Internet sur le fibrome utérin et on en est très fiers parce que Marielle, c'est vraiment parti de l'idée, à chaque fois que je rencontrais un professionnel spécialisé
dans le fibrome utérin. Je sais que le mot spécialisation fait toujours peur, mais c'est un fait que j'assume totalement. Je trouvais que son expertise était intéressante à partager, tu vois. C'est comme un peu ce jeu d'influenceur, mais dans la santé, où on peut se dire, d'un point de vue positif, comment justement aider d'autres femmes avec les compétences de ce professionnel. Et donc, je demandais aux professionnels de nous rédiger un article. Et donc, à la fin, j'avais plein d'articles super intéressants que je lisais pour moi. Et là, je me suis dit, j'aimerais les partager, ces articles-là. Et c'est comme ça que l'idée du site Internet est venue. Et donc, une de mes amies informaticiennes qui m'a fait ça très rapidement. Et finalement, on a pu déposer tous ces articles sur notre site Internet. OK. Et aujourd'hui, notre site Internet est disponible et en ligne. On va mettre en description de l'épisode. C'est ça. Et donc, vous pouvez tout simplement nous contacter. Donc, si vous êtes membre et que vous avez des fibromes utérins, contactez-nous. Ça nous fera vraiment plaisir. Vous serez à la bonne place. Si vous n'avez pas de fibromes, on pourra vous orienter. Mais si vous avez des fibromes, vraiment, vous serez vraiment accueillis chaleureusement. On est toujours justement à l'afflux des dons aussi. Oui. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre pour justement des projets de recherche ou des projets de sensibilisation ou des projets éducatifs. Ça, c'est toujours intéressant. Et tu sais, il y a aussi un peu cette notion de solidarité et d'entraide. J'entends souvent, même de la part des femmes, moi, j'ai pas de fibrome, donc ça me concerne pas. Et pourtant, on ne dit pas la même chose du cancer du sein, tu vois. Et statistiquement, les faits sont là. C'est que c'est pas parce que vous en avez pas aujourd'hui, à moins que vous ayez plus d'utérus, mais même si vous en avez plus ou vous en avez pas, il y a aussi cette notion de solidarité. Mais on peut être en contact avec des personnes qui en ont. On peut même ouvrir les yeux à quelqu'un qui n'a aucune idée que les fibromes existent, mais qui ont des symptômes qui s'apparentent à ça. Donc, comment on pourrait être un bon allié, qu'on soit homme, femme, peu importe notre genre, là, pour quelqu'un qui a un fibrome? C'est ça. La référer à la bonne personne, tout simplement, au bon organisme, effectivement. Et il y a aussi cette notion de, j'aime utiliser ce mot, de curiosité gynécologique, tu vois. On a appris tellement de choses là qui nous a servi strictement à rien. On pense tous au théorème de Pythagore, 3.14, voilà, qui nous a strictement servi à rien, que là on se dit, c'est le fun de discuter d'enjeux qui nous touchent ou qui touchent justement notre communauté et avec qui on peut faire une différence, tu vois. Mais toute notre vie, de toute façon, il faut stimuler le cerveau pour apprendre une nouvelle chose. Donc. Oui, totalement. Et je trouve que ça, les réseaux sociaux le font bien parce qu'on a beaucoup de professionnels qui vont utiliser l'humour pour passer des messages, pour faire de la sensibilisation, etc. Et pour moi, ça, c'est l'avenir. Tu sais, démocratiser un peu le côté médical, violent, en quelque chose de compréhensible. Ouais. Puis, as-tu d'autres conseils ou d'autres choses que tu penses à nous partager qui pourraient nous aider collectivement à mieux vivre les menstruations? C'est une très, très, très bonne question. J'ai toujours des conseils. Si je regarde un peu plus haut et que je me mets un peu en hauteur, je te dirais que la santé, c'est politique. Tu vois. Ouais. Il y a l'individu, il y a la société et il y a les décideurs. Seul, on n'y arrivera pas. Non, et je pense que c'est ça. Témoigne, là, ouais. Je pense que c'est un enjeu qu'on vit tous, aussi bien au niveau des organismes. Tu vois, tu parles des menstruations. Aujourd'hui, il est possible d'avoir une gratuité aussi de nos produits menstruels, mais c'est grâce justement à ces décisions politiques qui ont permis justement une forme d'équité. Ouais. Et ça, c'est une bonne chose. Je ne suis pas politique, mais je fais de la politique au quotidien. Tu vois, c'est de pouvoir revendiquer à travers des actions, à travers justement les commentaires recueillis des femmes pour que nos décideurs, qu'on paye indirectement, prennent aussi des décisions. Prennent aussi des décisions en notre faveur. On n'est pas toutes des Véronique Cloutier, tu vois, mais on veut toutes changer aussi le monde à notre manière pour le bien des femmes. Dans le sens qu'on n'a pas toutes la même influence, le même pouvoir d'influence. C'est ça. Ouais. Et je le dis souvent, et
son travail est noble, je la respecte énormément et j'ai hâte de la rencontrer un jour pour qu'on puisse parler de ménopause et d'autres enjeux touchant la santé de la femme. Mais chaque parole a son lot d'importance. Et remonter l'information auprès de nos députés, auprès de nos élus, en leur montrant que ce n'est pas normal ce qui se passe au niveau de la santé des femmes. Si on était plusieurs Véronique Cloutier, je peux t'assurer qu'à plusieurs niveaux, il y aurait des changements concrets. Mais je pense que le problème, c'est pas d'être Véronique Cloutier ou pas, c'est l'attirance vers le côté médiatique des décideurs. Quand j'écoutais l'automéno, ça m'a un peu surprise que, tu sais, il a fallu, tant mieux, là, parce qu'elle a pu débloquer ça, mais ça m'a un peu surprise qu'il a fallu que, c'est-tu l'Inès? En tout cas, oui, la fille de l'Inès a parlé à Véronique Cloutier, puis là, elle dit comme juste une petite phrase comme « Ah, mais là, on peut pas refuser de s'entretenir avec Véronique Cloutier ». Mais c'est ça qui est... Ou comme le ministre de la Santé, hein, qui... Mais exactement, c'est ça. C'est réglé, sachant que peut-être que derrière ça, il y avait beaucoup de luttes. Et oui, effectivement. Donc, mais tant mieux, mais en même temps, ça soulève un gros problème qui est, OK, est-ce qu'on veut vraiment aider les gens ou on veut juste aller chercher un autre mandat ou tu sais, fait que on n'a pas de réponse là, mais après ce qui est bien, et j'ai adoré justement regarder ce documentaire, c'est qu'elle était entourée. C'est que Véronique Cloutier était entourée, elle n'était pas seule. Ben oui. Le nombre, le soutien fait toute une différence. Elle a parlé au nom de plusieurs personnes. Et ça, je pense que ça a joué aussi au niveau politique, parce que si cette loi n'avait pas été passée, ben je pense que des pétitions seraient arrivées dès le lendemain sur le bureau du ministre de la Santé. Et c'est pour ça qu'à plusieurs, on peut faire toute une différence. Et le conseil que j'ai à donner, c'est que si on veut aider pour les générations à venir, je le dis souvent en rigolant, ben nous c'est trop tard là. Hein, on arrive là à la ménopause là, dans quelques années. Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est une blague que je fais, mais je pense à travers Vivre sans fibrome et tout l'engagement au cours des 10 dernières années que j'ai eu, je pense très souvent à la génération à venir. Peut-être aussi à travers la grossesse. Et là, je me dis, bah oui, quel monde on veut leur laisser. Ouais. Et ça passe justement par ces décideurs, ça passe par les organismes, ça passe par les femmes. Engagez-vous et surtout, prononcez-vous sur des décisions qui nous concernent. Ouais. Pour que la place de la santé des femmes puisse être une priorité et une nécessité. Ben oui, puis plus on en parle ouvertement, publiquement, ben plus, c'est ça éveille les esprits. Mais moi aussi. Puis c'est là qu'on se rassemble, puis ensemble, on est plus fort. Là. C'est ça, tout comme le documentaire SPM. Ouais. Moi, je me fais souvent approcher justement par des recherchistes sur que ce soit l'endométriose, le fibrome, sur le cycle menstruel, sur la santé des femmes, chose qui, il y a peut-être... 5 ans, 10 ans, ça n'existait pas. Donc, je sens ce changement-là. Je vois ce changement de ces recherchistes qui vont contacter aussi Vivre sans fibrome parce qu'elles veulent faire un projet de recherche sur le fibrome et la grossesse et qui me disent, on va avoir ce financement, on va aller le chercher. Je le vois et je trouve ça beau. Ben oui, c'est encourageant. Oui, et je me dis, et ça, je pense que c'est la force aussi de Vivre sans fibrome, d'avoir créé ce réseau qui fait en sorte que c'est beau de rêver demain, tout en étant dans le présent aujourd'hui. Oui, mon Dieu, ça va être une belle phrase. Mais justement, pour finir chaque épisode, là, je demande toujours à l'invité comment elle a vécu ses premières menstruations ou comment elle a entendu parler des menstruations. Toi, est-ce que tu t'en rappelles? C'était horrible. Ouf! J'en ai mal à la tête. C'était horrible parce que dès les premières menstruations, j'ai eu mal et j'ai eu des saignements très abondants. Et est-ce que tu savais que tu allais être menstruée? Oui, parce que j'ai eu mes menstruations très tardivement. OK. L'un des facteurs, justement, de risque des fibromes, c'est d'avoir ces menstruations très tôt, à un âge précoce. Ah, OK. Parce que toi, c'était l'inverse. Moi, c'était l'inverse. OK. Chaque femme est différente. Ouais. Parce que, justement, on est plus exposé aux oestrogènes. Okay. Donc, on est plus exposé sur une période beaucoup plus longue. Mais moi, c'était l'inverse. Donc, à 14 ans, je les attendais depuis l'âge de 12 ans. Et parce que ta famille t'en avait parlé ou tes amis, tu voyais tes amis? Mes amis. OK. Ouais, non, totalement. Écoute, ça a pris quand même du temps, c'est ça. Mes premières menstruations à 15 ans.
Donc, je savais ce que c'était, mais ce que je ne savais pas, c'est que... Ça faisait mal. Ça faisait mal, oui, mais que j'allais vivre des hémorragies tous les mois, quoi. Tu sais. L'abondance du saignement. OK. Et bizarrement, j'ai 4 sœurs et aucune de mes sœurs ont eu des problèmes gynécologiques, même à l'adolescence. Ah, OK. Ouais. Et c'est ma mère qui me disait, mais Aïssatou, et j'avais un cycle court. C'est ce que je te disais, là. Je devais avoir un cycle de 18 jours. Ouais, en moyenne. Et tu me dis que tes règles, en plus, étaient longues. C'est ça. Donc, moi, j'ai été confrontée à l'anémie depuis très, très jeune. Okay. Les fibromes n'ont pas amélioré les choses. Mais c'est ma mère qui m'a dit, Aïssatou, parce que je prenais ses serviettes hygiéniques, elle s'apercevait que le paquet était trop... Est-ce que tu fais de la contrebande? Non, je fais des blagues. En plus, chez les familles africaines, on compte, on fait attention. Mais ma mère me disait, mais c'est pas possible, Aïssatou, ton cycle revient souvent. Et c'est elle qui m'a... Tu vois, c'est vraiment son regard et son expérience qui m'a fait comprendre que j'avais un problème. Sans cela, toute seule. Parce que tes sœurs sont correctes, ta mère aussi? Ça. Ma mère aussi. Ma mère n'a jamais eu de fibrome. Okay. Ma mère, quand elle a su que j'avais des fibromes, elle m'a dit, mais comment t'as attrapé ça, ma fille? Oh! D'où l'importance d'éduquer. Non, je ne suis pas montée sur un arbre. Et là, non. Et c'est pas une maladie transmissible sexuellement. Non. Mais elle m'a dit, mais comment t'as attrapé ça? Je lui dis, je sais pas. Et mes sœurs qui ont eu des enfants n'ont jamais eu là tardivement à 40 ans. Mais moi, quand j'ai eu mes premiers fibromes, je devais avoir 25 ans, même pas. Okay. Tu vois, 28 ans, j'en avais déjà 4 de 8 cm. Détecté, parce qu'avant ça, c'est ça. T'as jamais su, là, t'as jamais investigué. C'est ça, effectivement. Donc, ça a été très difficile. Et après, très vite, on m'a médicalisée aussi avec la pilule. OK. Donc, ça a été une pause thérapeutique. Parce que toi, tu prenais la pilule en continu pour juste plus avoir de saignement. C'est ça. OK. C'est ça. Et finalement, je l'avais arrêté. Donc, il y a eu un temps où je n'avais plus de menstruation. Et quand j'ai repris, le cycle d'anémie qui est revenu, donc fatigue, etc. Donc, ça a été très difficile. Est-ce que la compréhension et une meilleure connaissance de mon corps m'auraient aidé à surmonter ça? Je te dirais peut-être un groupe de parole, tu vois, de me dire que je ne suis pas seule. À cette époque-là, oui, l'éducation était importante. Mais c'est plus ce soutien qui me manquait. Tu vois. Ouais. Je l'avais auprès de ma mère, mais ma mère était déjà rendue à un certain âge où ça ne me tentait pas non plus de parler de mes menstruations. Mais avoir des copines ou des personnes que je ne connais pas pour juste me dire « Ah, regarde, je suis fatiguée, j'en ai marre de me tâcher. Ah non, c'était... Maintenant, c'est ça qui est le fun avec Internet. Là. C'est des groupes d'entraide qu'il y a de plus en plus là, sur Facebook, Fibromel. Tu sais, la culpabilisation qu'on avait quand on se levait et qu'on s'apercevait qu'on avait taché notre chaise et que notre prof est un homme et où tu te dis, mais mince, comment je vais pouvoir partir comme des cauchemars. Je pense pour ça qu'on en parle publiquement, là, pour normaliser les menstruations. Puis si ça arrive, c'est pas si grave que ça. C'est pas confortable. C'est ça. Mais il n'y a pas de honte à y avoir. Non, totalement. Et tu sais, maintenant, il y a des choses aussi qu'on ne voyait pas à l'époque. Donc, c'est ça. Hein. Là, j'ai 41 ans. On retourne 25 ans en arrière. Là, aujourd'hui, on trouve des serviettes hygiéniques, par exemple, dans des endroits publics, payantes ou gratuites. C'est formidable. Demander une serviette hygiénique à un homme ou à une amie avec qui on ne s'entend pas spécialement, tu sais, c'est un peu gênant quand même, parce que là, on rentre dans notre intimité. Ah, déjà qu'elle sait que j'ai mes règles, elle sait que j'ai pas de serviette. Si elle a pas de, elle a pas de serviette, elle sait que j'en ai. Tu vois, il y a tout ça qui. C'est pour ça qu'on travaille fort pour plus que ça soit gênant, tu sais, pour que ça devienne quelque chose de banal. Et de gratuit. Normal, en fait, ouais. Effectivement, parce que c'est un sacré coup. Donc, oui, je l'ai vécu difficilement. Et tu vois, tu es la première personne à me poser cette question. Et là, j'ai déjà mal à la tête. Oh non, ne serait-ce que d'y penser, parce que je me vois beaucoup à l'âge adulte avec les fibromes que maintenant j'assume, même si au début, ça a été très difficile de parler de ça. Pourtant, je suis infirmière, tu sais. Et je me suis dit, mais si toi, tu n'en parles pas, parce que tu es gênée et timide, essaye de comprendre les femmes qui ne sont pas du tout dans le milieu, tu vois. Et en plus, si je rajoute le volet culturel, chez nous, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est normal. Donc, il y a vraiment eu une étape à franchir qui a été difficile à l'âge adulte, mais je sens qu'il y a encore du travail à faire. Il y en a encore? La petite adolescente, là, qui devrait faire la paix avec son corps, tout simplement. Ouais.
Ouais. Ben, merci beaucoup de ton partage. Merci d'avoir pris le temps de venir à Satou. C'est super. T'es super inspirante. Puis ben, j'espère que tu vas m'inspirer d'autres. Oui, un jour à la fois, une femme à la fois. Voilà. Ben, merci à Satou. Merci. Bye. Bye.